Numéro 4. Je peux vous montrer une illustration, je n'ai pas la boîte. Another World. Un jeu de Eric Chahi, un Français qui a fait le jeu tout seul, sauf la musique. C'était la première fois que je voyais un jeu avec une mise en scène aussi poussée, avec un personnage aussi attachant, une histoire aussi belle, et un final aussi, en plus le final est magnifique. Par rapport à beaucoup d'autres jeux de la même époque, je trouve que l'animation était incroyable, c'est ça qui nous avait plu et qui t'a plu sûrement. Et je trouve que les graphismes, justement, ils ont un style. Ils ont un style un peu... Robot, tu veux faire le robot là? Non, mais parce qu'ils ont un style carré, les graphismes ont un style, et je trouve que il y a un gars qui fait des jeux, qui a fait un jeu sur GameCube, votre console culte, qui s'appelle comment ça s'appelle, Seven, le jeu en Killer Seven. Killer Seven. Et bien Killer Seven, il a un style de graphisme, sauf que ça a été fait exprès, mais dans ce style-là. Alors sur la version iPad et sur la version anniversaire 25 sur 25e anniversaire sur PC, ils ont fait, tu peux basculer comme sur une version d'un jeu dont on va parler plus tard. Tu peux basculer des anciens graphismes aux nouveaux, et je préférais jouer avec les anciens même si les textures sont jolies, mais c'est surtout au niveau du gameplay que je trouvais que ça avait un peu vieilli, parce que c'était c'est du die and try pur sans que tu aies d'autres solutions que de connaître le jeu par cœur. Mais j'ai kiffé le refaire quand même, je me suis bien régalé. Merci Eric. Guitar Hero. Mon préféré c'est Legend of Rock et mon autre préféré c'est Warriors of Rock. Donc 4 bis. J'ai galéré au début à m'y mettre, j'arrivais pas du tout à jouer avec la guitare, et au final quand tu commences à réussir à maîtriser les boutons, c'est juste trop bien quoi. Je passais des heures dessus, c'est un peu comme j'ai pas vraiment le temps de jouer en fait à des grands jeux d'aventure etc. Du coup, j'aime bien jouer à des jeux où je peux faire une chanson, 2 chansons, 3 chansons et m'arrêter quand je veux. Voilà, plusieurs, c'est cool. On a la batterie, on a la guitare, on a le micro, donc on se fait des concerts de malade. Et Warriors of Rock, je l'aime beaucoup aussi. Par contre, le seul truc qui m'énerve un peu, c'est la voix de Philippe Manœuvre. Dans ta face, Philippe. Ferme-la. Mais d'ailleurs, on peut dire qu'il m'a gâché le film Paul aussi. Hein. En version française, c'est Philippe Manœuvre qui fait. Tu es nul. Moi j'aime bien Philippe Manœuvre. Bah écoute, Mario. Donc Zelda 3, A Link to the Past, sorti sur Super Nintendo. Mon frère avait emprunté ce jeu et je jouais avec lui, et je le regardais, j'étais comme ça et je trouvais ça absolument fantastique, déjà parce que c'est beau et en plus parce que c'est un jeu d'aventure avec une histoire incroyable et un environnement. t'as laissé jouer au moins à un moment donné. Et après j'y ai joué, je crois que j'avais pas fini la première fois, j'ai dû attendre quelques années pour le refaire et le finir ensuite. Et je signale aussi que la version, enfin on peut dire ça comme ça, la version 3DS, c'est-à-dire le jeu qu'ils ont fait sur 3DS, qui est un remake hommage de celui-ci, est très très bien aussi. Je l'ai fait récemment et je me suis régalé. Pour ceux qui ont fait celui-là, en tout cas, c'est super. Ubisoft, mon éditeur préféré. Grandia, jeu sorti sur Saturn et sur PS1. D'autant plus exceptionnel que je l'ai refait quand il est sorti sur PSN. Je l'avais pas fait à l'époque des 32 bits. J'ai fait sur PSN et il m'a mis une grosse claque. Graphiquement, il a dû vieillir un petit peu. De toute façon, tout ce qui est fait 3D de l'époque, ça a un peu vieilli. L'histoire d'un petit gamin, comme dans tout JRPG qui se respecte, un petit gamin qui est dans son village paumé et qui se fait embarquer malgré lui dans une grande aventure. D'ailleurs, c'est même pas malgré lui, vu que c'est un aventurier dans l'âme, ce gamin, et qui se fait embarquer pour sauver le monde, parce qu'il y a une embrouille à base de Pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe. Sesame. C'est des bombes, bébé. Justin, you okay? That sounded like it hurt. Oh, Sue, did you see that? Mon numéro 4, c'est encore un... C'est un shoot 'em up. Et il est incroyable. Oh, mais oui, c'est Gate of Thunder. Non, c'est pas Gate of Thunder. C'est de la bombe atomique. C'est énorme. Gate of Thunder. Alors, bon, le truc, c'est que voilà, c'est un jeu peut-être un peu moins connu du grand public car c'est un jeu PC Engine, c'est des ROM.
mais qui est vraiment une tuerie. Déjà au niveau des musiques, ça fait partie de mes musiques de jeux préférées. C'est genre un peu entre AC/DC et Iron Maiden, c'est énorme. La tension du début à la fin, il y a des vagues d'ennemis, les graphismes sont superbes, c'est tendu, c'est épique. Voilà, c'est un shoot épique et je ne peux que vous le conseiller. Il est en 4e position car pour moi c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et j'ai une petite histoire avec ce jeu aussi, peut-être qui en fait que c'est un de mes jeux préférés, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'à l'époque j'avais donc le CD-ROM de la PC Engine et j'avais acheté donc ce jeu par correspondance. Et ça fait très longtemps que je le voulais, je l'ai acheté et tout. On était à la période de Noël, une ambiance que j'aime bien. Et je n'avais pas fait attention que il faisait partie des nouveaux jeux qui étaient super CD-ROM. Et moi j'avais le CD-ROM. Et en fait ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il fallait acheter une carte spéciale pour pouvoir y jouer. Moi je reçois le jeu après des mois à lire dans le Joypad le test. C'est un des meilleurs jeux du monde. Je le reçois. On est dans la période de Noël, je crois c'est le début des vacances de Noël. Je me retrouve tout seul chez moi, mes parents sont partis. Je vais pour mettre le jeu. Et ça ne marche pas. Donc avant d'avoir cette carte, j'ai passé au moins un mois à écouter les musiques. Donc j'ai fait qu'écouter les musiques parce qu'on pouvait écouter les musiques sur le jeu. Donc pendant un mois, la seule chose que j'avais, c'est je lisais le test en écoutant les musiques du jeu. Et je peux vous dire que quand j'ai joué, j'ai pas été déçu. Tout ce que je m'étais imaginé, était là, était dedans et même encore plus. Ce jeu, c'est une pépite pour les amoureux des shoot 'em up. C'est un jeu à faire absolument. Et on passe au numéro 3. Mon numéro 3, c'est Shadow of the Colossus. La seule pochette qui n'a pas de reflet de tout ce tournage. Très beau. Musique magnifique, épique, très poétique. Tellement poétique et tellement beau à regarder, même quand on joue pas, que ma mère a suivi mes parties de Shadow of the Colossus comme si c'était une série télé, tous les jours. Et avait avec moi un petit pincement au cœur à chaque fois qu'un colosse s'écrasait sous mes coups de couteau. Donc vraiment des sensations nouvelles, une espèce de solitude, parce qu'en fait il n'y a rien dans ce jeu, sinon un colosse par-ci, un colosse par-là. Et beaucoup de sensations qu'on a retrouvé un petit peu sur le dernier, l'avant-dernier Castlevania, puisqu'il y a des phases un peu hommage à ça, et qui sont très bien faites, et ça aurait été cool qu'il y ait une version vraiment next-gen d'un jeu comme ça, quoi. Mon top 3 en fait c'est aussi mes 3 types de jeux préférés. Donc le numéro 3 c'est un jeu de voiture parce que j'adore ça. Et Need for Speed c'est vraiment un jeu de voiture qui me tue quoi, c'est trop beau, les graphismes sont juste magnifiques. Et après il y a plusieurs Need for Speed. Moi j'ai commencé à jouer à Need for Speed sur le PC. J'ai joué à Need for Speed... Il y en avait un qui s'appelait Poursuite Infernale. Underground, voilà. Où on a des missions, etc. Donc voilà, ça c'est assez sympathique. Numéro 3, The Last of Us. Allez. On a déjà parlé du studio Naughty Dog, ceux qui ont fait Uncharted. C'est et voilà, les revoilà avec ce jeu. Crash Bandicoot. Et ouais, Crash, c'est ce que j'allais dire, Crash Bandicoot. On est d'accord. Et Jack and On Dexter. est d'accord. Ouais. Non mais d'accord. La qualité d'écriture, le rythme d'Uncharted se retrouve dans ce jeu-là. On change d'ambiance. On est ici dans un jeu survival horror post-apocalyptique après une invasion de zombies due à un champignon d'ailleurs. Moi ce jeu me fait penser un peu au film, il y a aussi un livre mais je l'ai pas lu, au film La Route. The Road en anglais. The Road, qui était très bon et qui avait une atmosphère oppressante comme ça, complètement géniale. Ou alors aussi au film 28 jours plus tard, 28 Days Later. Ouais. En anglais. Et c'est absolument fabuleux, une histoire parfaite, Très émouvant. très émouvant, suffisamment long pour pas s'ennuyer. Puis bref, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pleuré même. Oui, C'est vrai en mais plus. moi aussi Mais j'ai j'ai pleuré, pleuré, hein. évidemment. À quel évidemment. moment J'ai pas... Ah bah non, Ah, spoil. On peut pas spoiler. Mais moi mais- j'ai pleuré dès le début. Dès le début, Dès dès le le début, début. on est à fond dedans. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, on va pas spoiler, mais rien que le Ouais. début, la cinématique de début, est absolument On incroyable. s'attache quoi. direct au Mais oui. personnage. Enfin voilà, c'est très, très émouvant. Numéro 3, number 3.
Je hail les clowns. Yeah. Les chevaliers de Baphomet et les boucliers de Quetzalcoatl. Je l'ai dit d'un coup. Broken Sword. Broken Sword, ouais. Des jeux, point and click, réalisés par Charles Cecil, Revolution Software. Un des derniers rescapés de la French Touch avec David Cage et. Pourquoi tu vas parler de Daft Punk après? C'est l'histoire de George Stobart, qui est un Américain à Paris, qui se retrouve embrigadé dans une histoire assez complexe avec des Templiers. Ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, c'est une histoire qui se passe en Amérique latine avec un dieu inca mexicain. Bref, toujours est-il que c'est une super ambiance, des personnages hyper travaillés. C'est vraiment tout ce qui fait le charme du style point and click. Parce que c'est aussi un de mes jeux préférés, mais contrairement à Pierre, j'ai une toute petite préférence pour le 1 par rapport au 2. Pourquoi? Parce que sur... Toi aussi? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais non, je donne juste la raison, c'est que dans le 2, en tout cas sur PC, je sais pas sur PlayStation, mais dans le 2, il y avait un bug qui était vraiment lamentable. À un moment du jeu, si on faisait pas les bonnes actions dans le bon ordre, on se retrouvait bloqué à jamais. C'est-à-dire qu'on pouvait plus avancer. Dans lequel? Dans le 2? Dans le 2, ouais. Et si t'as pas fait une sauvegarde avant au bon endroit pour pouvoir recommencer au bon endroit, déjà, tu es obligé de tout refaire. Et moi j'ai dû tout refaire depuis le début parce que j'avais une sauvegarde qui était après le point de bug, quoi. Oh ma tête, je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stobart, mademoiselle. Oh, un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais je sentis immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démonté. Ninja. Voilà, mon numéro 3, c'est Shinobi. Le jeu qui m'a le plus marqué pratiquement en arcade. J'étais tout petit. J'avais 10 ans je pense et je demandais des sous à papy et mamie pour aller jouer, et en fait j'ai découvert ce jeu dans une petite salle d'arcade de Marseille à Auchan et Salle d'arcade. ouais, Auchan. Et j'ai découvert le Shinobi, le premier Shinobi, et j'ai été émerveillé, surtout par le gameplay qui était génial, qui se passait sur 2 étages. Donc soit on jouait en bas, soit après on mettait la manette en haut, on sautait et on jouait au 2e étage. Il fallait délivrer des enfants pour finir le stage. Et je trouvais que tout était parfait, la maniabilité, l'ambiance, les graphismes. J'étais fan de Ninja quand j'avais 10 ans. Dès qu'il y avait Ninja, je tremblais. Donc ce jeu est incroyable. Donc moi vraiment je l'ai connu en arcade et après sur Master System. Mais là je vous ai amené la version PC Engine qui est une des versions la plus proche de l'arcade. Voilà, Shinobi, un grand classique de l'arcade. On arrive au numéro 2. Oh. Et mon numéro 2, c'est Flashback. Ici, la version Super Nintendo. Mais moi, j'avais joué donc sur Amiga. Another World, Flashback, même combat, hein, une bonne animation, une superbe histoire, des mouvements très décomposés, une façon de parler complètement bizarre de ma part. Mais c'était le même studio, donc Delphine Software, qui avait fait ça. Et voilà, pareil, un jeu réputé très dur que j'ai réussi à finir parce que l'histoire était tellement canon que j'avais envie d'aller au bout. Et je suis allé au bout, et je ne le regrette pas. Numéro 2. Alors, deuxième type de jeu préféré, jeu de combat. Mortal Kombat, forcément. Franchement, un de mes jeux préférés. Je gagne aussi pas mal, comme dans Marvel vs Capcom, donc je vous invite à venir jouer contre moi avec plaisir. Et tu sais, quand je la pète grave. Mortal Kombat, un super jeu, les animations sont jolies. Voilà, c'est un jeu de combat. Et c'est celui qui marque un passage enfin ah oui, efficace à la 3D. Et dans ce jeu, on peut incarner Kratos de God of War. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, c'est quand même cool. Ça, c'était que sur PS3, PS3, parce que sur 360. T'avais Freddy. C'était Freddy. Ah, ouais, c'est génial, ouais. Ça aurait été bien. Putain. Et sur Mortal Kombat, Anna nous a effectivement laté la gueule Ah ouais, tous à plusieurs avec nous, reprises. jusqu'à ce que je maîtrise Raiden. Alors là. Numéro 2, Grim Fandango.
On a parlé tout à l'heure de Tim Schafer avec Psychonaut, donc c'est un autre jeu de Tim Schafer qu'il avait fait avant, il date de 98, un jeu, un point and click en 3D, c'était le premier jeu 3D de LucasArts, et au niveau de la maniabilité, de la jouabilité, ils ont un peu foiré leur coup parce qu'ils ont enlevé le système avec la souris, donc on appelle ça un point and click, mais pour le coup c'est plus un point and click parce qu'on contrôlait le personnage avec le clavier. Cela dit, au niveau des graphismes, ils ont fait un travail de fou, c'est fabuleux, c'est-à-dire que même maintenant on peut y jouer et il est encore superbe. Comparé à de longues journées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plus récent d'ailleurs, de longues journées, je crois que c'est 99 alors que celui-là c'est 98. Il a pas vieilli d'un poil quoi. D'ailleurs je crois qu'ils vont quand même faire un remake. Grim Fandango, c'est le Grim Fandango, ils vont faire un remake sur PS4, donc moi j'attends ça avec impatience parce que je pense que ça va être une grosse tuerie. C'est un des meilleurs point and click qui existent pour moi. De par son histoire, espèce de thriller polar un peu noir qui se passe dans l'univers des squelettes des jours de la mort mexicains. Donc c'est espèce de mélange bizarre, mais ça c'est du Tim Schafer, c'est vraiment son style quoi. Des heures de prise de tête à trouver les énigmes qui sont vraiment pas mal, et en plus à découvrir cette histoire qui est sublime. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout pour découvrir ça. Hey, I'm still not getting any messages. I'm giving you one right now, but you can't see my hand. On parlait tout à l'heure de jeux qui font pleurer. Ah, j'avoue, j'ai versé ma larme. Donc le 3e épisode de la série Metal Gear Solid. Il y a déjà eu 2 Metal Gear avant qui sont sortis sur MSX, qui ont été adaptés sur NES il me semble. Toujours par Hideo Kojima. Jeux qui sont caractérisés par une mise en scène très poussée, très cinématographique. Peut-être un peu trop de cinématique, et je dis ça et je suis un fanboy, donc je pense qu'il y a beaucoup trop de cinématique en vrai. Metal Gear Solid 3, pour moi c'est le mieux calibré de tous les Metal Gear Solid. Déjà j'adore la période, ambiance guerre froide, James Bond à l'ancienne, mélange avec du Rambo, ce côté à chaque fois que tu te fais blesser, il faut recouvrir ta plaie, il faut t'enlever les balles, c'est plutôt pas mal. Les boss, une des particularités de Metal Gear Solid, qui sont souvent hyper bien trouvés, bon à part dans le 4, mais le 4 pour beaucoup de points c'est un mauvais Metal Gear, mais ici avec notamment ce boss qui s'appelle The End, qui est absolument dingue, c'est le vieux sniper que tu peux battre de plusieurs manières en fait. C'est un vieux monsieur, donc vieux sniper qui est alimenté par la lumière et qui se régénère, donc c'est toute une partie de cache-cache qui se joue sur plusieurs niveaux. Et tu peux le battre soit au tout début du jeu, quand tu le croises qu'il est au loin, tu peux le sniper, donc du coup tu te taperas pas. Tu peux le battre en laissant ta console fermée pendant 1 semaine. Non. Et quand tu rallumes ta console, avec l'horloge interne, il est mort de vieillesse. Et tu peux continuer. À chaque fois, Kojima, à chaque fois. Alors 1 semaine, il faut. Kojima, à chaque fois, il y a des trucs chelous avec le port de la manette, le micro. Psychomantis, oui, sur le premier Metal Gear, c'était ça. Le méchant de boss, qui était le mentor qui a tout appris à Snake. Et bon, sans spoiler, le combat final est absolument dingue. Ghost. Yeah. Yeah, un des plus grands jeux d'arcade pour moi de tous les temps. Vous avez ici la version Super Graphics, qui est la meilleure version qui existe sur console, qui a écrasé la version Mega Drive, car elle est pratiquement la même que l'arcade. Je pense qu'à une vue, je ne reconnaîtrai pas les deux versions. C'est un des plus grands jeux de plateforme dans le style Die and Retry. Il y a certains jeux qui, pour moi, où il y a une certaine perfection, c'est-à-dire que c'est très rare, mais enfin c'est très rare, ouais, la perfection c'est rare. Il y a la musique, les graphismes, la maniabilité qui fait un tout, et dans ce jeu ça marche totalement. Je l'ai découvert petit en arcade, pareil avec toujours ma même mamie qui me donnait des pièces et je les mettais dedans. Donc ce jeu est très dur, j'ai pu vraiment le découvrir sur la Super Graphics parce que gamin je dépassais jamais la moitié du premier niveau. Et voilà, c'est une perfection, maniabilité au top. Des trouvailles à gogo dans la maniabilité, le fait que quand on se fait toucher une fois, on se retrouve en caleçon, on peut upgrader son armure avec des super pouvoirs.
magnifique. Et ce qu'il faut savoir, j'ai été assez surpris parce que je savais pas. J'ai déjà mis au moins 6 mois pour le finir en y jouant tous les jours. 6 mois. Et en fait, une fois qu'on l'a fini, il faut le refaire une seconde fois pour voir la vraie fin. Et j'avais réussi dans la foulée. J'ai mis 6 mois pour finir ce jeu. Mais bien 6 mois. Et j'ai réussi tout de suite à le finir dans la foulée. Donc j'avais pu voir la fin. J'en suis assez fier. Car il est considéré comme un des jeux très très durs. Et pour moi, c'est une pépite. C'est pour ça qu'il est en 2e position. Et mon numéro 1, c'est 2 jeux. Half-Life et Half-Life 2. Le jeu de l'année. Qui est le jeu de l'année de tous les ans. Et j'avais un PC, mes parents avaient acheté un PC, mais pas un PC de gamer, et je pouvais pas jouer au dernier jeu. Il y avait, je me rappelle, ce petit logo dans le joystick qui disait Stop Surarmament Now, un truc comme ça, qui voulait dire qu'ils en avaient marre que les jeux comme Doom 3 qui est arrivé plus tard demandent une configuration trop importante pour pouvoir y jouer. Donc des PC de riches, quoi. Et Half-Life, donc Sierra avait eu la courtoisie de sortir ce jeu de façon à ce qu'il soit jouable sur énormément de configurations. Même avec une carte graphique faible, on avait des pixels, on n'avait pas beaucoup de textures, mais on pouvait jouer avec un jeu bien animé et super rapide. Et donc je me le suis procuré et j'ai été blown away. Toute cette scène d'introduction où on est dans la peau du professeur et c'est un peu passif, on rentre, bonjour Gordon et tout. En fait, ça te met une immersion de fou, et quand la catastrophe arrive, on est complètement dans la peau du professeur et on flippe avec lui et on devient violent avec lui, et l'univers est super construit. Et le 2, parce que à mon avis, il est aussi bon que le 1, avec des graphismes encore meilleurs, une histoire encore plus poussée. Donc Half-Life pour moi, c'est donc le meilleur jeu de ce classement, et à bientôt, et likez-nous. Le mec qui squeeze le numéro 1 de tout le monde. Voilà. Numéro 1 pour moi, c'est GTA. Allez. Bon, là il y a le 3, San Andreas et Grand Theft Auto 5. GTA 5, bon, dernière tuerie, tout le monde connaît GTA forcément. Le 5 est juste magnifique, 3 personnages, tu passes d'un à l'autre. J'ai un scénario de malade comme d'habitude, Rockstar évidemment. Donc des dialogues, GTA 4. Des dialogues magnifiques qui me font beaucoup rire à chaque fois. Les personnages charismatiques, fous. T'as jamais envie de t'arrêter de jouer en fait, et surtout que ce jeu est très long, donc c'est que du bonheur, que du bonheur. Hey, we need to be clear of this building. The guy's shooting at you, Mikey. That's unfinished business. Clean it up. We'll move on. You damn softy. Mes jeux préférés de tous les temps, parce qu'il y en a plusieurs. Monkey Island 1, 2 et 3. Voilà, je sais que Pierre n'est pas d'accord avec moi pour le 3. Alors j'étais un peu sceptique sur la version PS3. Moi j'ai fait sur PC évidemment, mais j'ai testé celle-ci et elle marche très bien sur console, donc c'est vraiment super plaisant. C'est un remake qui est génial, comme de la même manière que le jeu dont tu parlais tout à l'heure où on peut switcher de l'ancienne version à la nouvelle. C'était Another World. Celle-là, ils ont fait la même chose et c'est super. Encore mieux fait. Voilà, on appuie sur une touche et bim, on passe sur 20 ans en l'ancienne arrière. version. 20 ans en arrière. Non, c'est vraiment génial. Comme le t-shirt de Pierre. Le 1 et le 2, c'était développé par LucasArts. Avec une grande équipe composée de Ron Gilbert et Tim Schafer. Ils avaient développé ça dans un esprit mais complètement dingue, c'est-à-dire avec un ton très mature mais à la fois très enfantin. Et le jeu parle de ça en fait, parle aussi d'être un grand enfant quelque part. Quand on a fini le 2, on comprend un peu mieux pourquoi ce gros délire dans le 1 et dans le 2. Et j'ai mis le 3 aussi parce que pour moi c'est un bel hommage aux deux premiers. Et c'est une grande réussite, c'est un peu plus cartoon, un peu plus enfantin, un peu moins mature peut-être, mais en tout cas ils ont réussi à faire vraiment un jeu qui est parfait en termes de jeu. Je peux pas terminer là-dessus. Where do you gotta pay. Who's gonna make me, Shorty? Tough guy, huh?
Numéro 1 pour moi, pour Monsieur Pierre. Silent Hill. Alors, Silent Hill 2, c'est mon préféré. C'est le deuxième épisode de cette fameuse série Silent Hill qui se caractérise des autres survival horror par une approche beaucoup plus ambiance. C'est plus à la limite un jeu d'épouvante qu'un jeu d'horreur. C'est beaucoup plus viscéral qu'un Resident Evil. Et donc c'est l'histoire de James Sunderland, qui est un Américain moyen, veuf malheureusement, et qui un jour reçoit une lettre de sa femme, donc qui est décédée malheureusement. Et dans cette lettre, elle lui dit donc malheureusement. Malheureusement. Et elle lui dit dans cette lettre, je suis dans cette petite pièce dans laquelle on a passé de si bonnes vacances ensemble. Elle dit pas exactement ça, mais en gros c'est je suis vivante, je suis à Silent Hill, je t'attends. Et James il fait what the fuck, je suis encore amoureux, tu vois, j'ai passé assez de temps dans la friend zone pour tu vois essayer de la reconquérir un petit peu, tu vois. Et donc il va à Silent Hill. Mais elle est morte. C'est ça le problème. Le numéro 2 qui n'est pas lié au 1, si ce n'est par la ville, mais la mythologie est quelque peu différente. Le 1 étant basé sur une histoire plus de religion qui tourne un peu mal, de secte. Le 2 c'est beaucoup plus une expérience psychologique. Tout se passe plus ou moins. Alors, il y a beaucoup d'explications différentes. C'est un jeu qui est très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il a autant d'explications qu'il y a de joueurs. C'est comme un film de David Lynch. Certains diront que c'est trop hermétique. Moi, je dirais que c'est trop hermétique. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est un bon jeu. Voilà, le boss des boss pour moi des shoot 'em up. C'est le patron. J'ai dans les mains le patron des shoot 'em up. Tout le monde s'agenouille à ses pieds. Alors bien sûr, il y en avait des très très bien avant. Il y avait du R-Type avant qui était très bien. Et après, il y en a eu des très bien aussi qu'on a vu, Gradius 5, tout ça. Mais lui, pour moi, c'est le meilleur de tous. Voilà, c'est je sais pas, la pierre sacrée. En jouant à ce jeu, je me suis dit, mon style de jeu préféré, c'est les shoot 'em up. Parce que pour moi ça a explosé tout ce que j'avais connu, tous les jeux de plateforme, les Mario, les jeux d'aventure. J'aime le challenge des shoot 'em up et le côté épique quand il reste plus qu'une vie, qu'il y a un boss à détruire, tout ça, le challenge. Et en fait ce jeu, quand je l'ai découvert, ça m'a mis une putain de claque. Toutes les musiques sont incroyables, tout le design du jeu, les vaisseaux, tout ça c'est... Voilà, c'est juste parfait, c'est pour ça en même temps qu'il est en numéro 1, sinon je le mettrais pas en numéro 1. Donc voilà, Thunder Force 3, pour moi, le plus grand chef-d'œuvre, le plus grand shoot 'em up de tous les temps. Beaucoup lui voleront des idées, notamment le Gate of Thunder dont je parlais tout à l'heure, qui était en 5ème position je crois, qui lui a pris énormément d'idées. Mais donc voilà, c'est le patron. Voilà, on finit sur ça, je finis sur ça, je suis très content. Jouez-y, c'est une tuerie. Bête de prod section vidéo ludique, on vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Abonnez-vous à notre truc, il y aura plein d'autres vidéos sur les jeux vidéo. Drake, Anna, Jackie, Mr. Garça. à plus. Juste, est-ce qu'on peut tout refaire tes répliques, monsieur Garcia? Tu pourrais prononcer shoot them up?